Bonjour à tous, je vous retrouve pour le webinaire numéro 4 à propos du seuil d'occupation. Nous allons parcourir ensemble différents éléments qui sont évidemment importants pour les élections sociales. De quoi s'agit-il principalement? Et d'abord, c'est évidemment les deux seuils que nous connaissons en matière d'élections sociales, c'est-à-dire les seuils de 100 et de 50 travailleurs. Le seuil de 100 travailleurs est là pour indiquer qu'il faut, en tout cas démarrer l'élection sociale, en tout cas démarrer la procédure pour instituer un conseil d'entreprise. Et le seuil de 50 est là pour l'institution d'un comité de prévention et de protection au travail. Une petite remarque quand même, si vous avez eu, lors des élections sociales précédentes, un conseil d'entreprise, mais que, entre-temps, et en l'occurrence en 2015, vous êtes redescendu entre 50 et 100 travailleurs, vous ne devrez plus procéder à l'élection du conseil d'entreprise, mais sachez que les délégués du personnel au comité qui sont élus, qui seront élus, vont exercer les mandats des membres du conseil d'entreprise. Donc il n'existe, je dirais, plus en tant qu'élection. Il existe toujours en tant que fonction, mais il n'y a plus d'élection en matière de conseil d'entreprise si vous êtes descendu en 2015 entre 50 et 100 travailleurs. À propos de la notion d'entreprise, mais ça je vous renvoie à notre troisième webinaire, dans lequel il était question de les unités techniques d'exploitation. Vous pouvez sans problème retourner le revoir, il est toujours disponible. Un élément évidemment fondamental quand on parle des seuils, c'est de savoir qui est travailleur. Alors la loi sur les élections sociales parle des personnes occupées dans le lien d'un contrat de travail. C'est vraiment ça la notion de base. Elle fait aussi référence au contrat d'apprentissage ou à certaines assimilations. Mais pour ça, évidemment, il y a un texte spécifique qui est prévu dans le cadre d'une assimilation. Alors quand on dit que ce sont des personnes qui sont occupées, il est important de retenir que ce n'est pas nécessairement avec livraison de prestations, donc il n'est pas nécessaire que la personne soit réellement active, il faut qu'elle soit sous contrat de travail. Ça veut dire aussi donc que quelqu'un qui est sous contrat de travail mais qui est en maladie longue durée, en crédit temps ou en congé sans solde, est sous contrat de travail et donc va compter en tant que tel. Alors, on dit sur base d'un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage. Ici, vous avez quelques exemples de personnes qui sont visées par cette catégorie. Bien sûr, les ouvriers employés. Je vous rappelle que le statut unique n'a rien changé en matière d'élection sociale entre ces deux statuts. Les représentants de commerce, les apprentis industriels ou les classes moyennes, les conventions de premier emploi, les domestiques, bon, il faut admettre que c'est quand même plus rare, et ils ne compteront que dans la mesure où ils sont sous contrat de travail. Les étudiants comptent, donc faites attention à ça, les personnes que vous aurez engagées, entre autres durant les vacances, eh bien, vont compter pour les calculs des seuils. Je vous ai parlé tout à l'heure de catégories assimilées. Alors, il y a eu un texte spécifique qui a englobé dans la notion de travailleurs les chercheurs du FNRS et les personnes placées dans une entreprise par un organisme communautaire qui est compétent pour la formation professionnelle. On vise ici le FOREM, le VDAB ou Acteris. Sont exclus, et ça c'est très clair, les intérimaires auprès de l'agence d'intérim elle-même. Par contre, évidemment, ils vont compter pour le dernier trimestre de l'année 2015 chez vous. Donc, pour l'agent d'intérim, ils ne comptent pas. Par contre, chez vous, en tant qu'utilisateur, ils vont compter. Autre exclusion qui n'est pas négligeable, c'est les personnes sous contrat de remplacement. Donc, vous avez compris que les gens qui sont en suspension de longue durée comptent dans le calcul pour le seuil. Mais par contre, pour éviter un double comptage, la personne qui le remplace, le travailleur qui remplace la personne, par exemple en maladie longue durée, ne compte pas. Alors retenez que, de manière générale, le remplacement, les organisations syndicales, où on ne cherche pas à savoir très précisément qui remplace qui, on part d'abord et en général d'un comptage purement numérique. On regarde le nombre de personnes qui sont
je dirais, en suspension et le nombre de remplaçants, on ne regarde pas nécessairement en détail. Enfin, on peut toujours imaginer qu'il y ait une discussion avec éventuellement les représentants des organisations de travailleurs, mais normalement, on se contente d'un comptage numérique. Quelques contre-exemples par rapport à la notion de travailleur. Les dirigeants sans contrat de travail, donc les administrateurs ou les gérants d'une entreprise, qui sont effectivement travaillent bien, sont bien présents dans l'entreprise, sont actifs dans l'entreprise, mais comme ce sont des indépendants, ils ne vont pas compter pour le calcul du seuil. Sont aussi exclus les conventions d'immersion professionnelle, puisque l'idée est non pas le travail, mais l'apprentissage, se former. Le but du contrat ici, ou de la convention ici, ce n'est pas de faire du travail, ne pas travailler, mais de se former. Les pensionnés, les pré-pensionnés, que vous auriez éventuellement sur votre payroll encore, puisque leur contrat, et on revient à la notion de contrat de travail, leur contrat est terminé. Ils ne sont plus sous contrat de travail avec vous. Le personnel éventuellement des sous-traitants que vous l'utiliseriez au niveau de l'entreprise ne va pas compter. Les travailleurs à domicile indépendant, sachant que c'est comme une catégorie relativement plus marginale, ainsi que les artistes et les parents d'accueil qui seraient sans contrat de travail, à nouveau, ce sont des catégories qui sont relativement marginales. On parle, dans les seuils, on parle des travailleurs, on parle d'une occupation, mais on se parle aussi d'une occupation moyenne. Et comment déterminons cette moyenne? Il faut faire évidemment attention ici que c'est une moyenne, je dirais, un peu spéciale. Ce n'est pas simplement des équivalents temps plein qu'on va compter, mais bien sur base d'un système de calcul spécifique. Alors, vous le savez, c'est l'année calendrier 2015 qui compte. Le texte dit que ce sont les 4 trimestres qui précèdent le trimestre au cours duquel tombe le jour X. Ici, en l'occurrence, c'est en février 2016. C'est donc bien l'année calendrier 2015 qui va compter. Pour le calcul des personnes, et je vous ai dit, ce n'est pas simplement des équivalents temps plein, mais il y a un calcul spécifique qui se fait. Et pour le travailleur à temps plein, on prend le nombre de jours calendrier d'inscription de reprise donc à la DIMONA et on divise par 365. Ça, c'est pour les travailleurs à temps plein. Les travailleurs à temps partiel, s'ils prestent au moins 3/4 temps d'un travailleur à temps plein dans l'entreprise, il va compter pour un temps plein. S'il preste moins d'un 3/4 temps, eh bien, il va compter pour une demi-personne, pour un demi-travailleur. Donc, ce qu'on fera, c'est diviser le nombre de jours d'inscription de cette personne à temps partiel, entendez en dessous de 3/4 temps, par 730. C'est donc une différence avec les équivalents temps plein, puisque, par exemple, dans le secteur des maisons de repos, où on utilise assez bien de personnel occupé sous un tiers-temps, eh bien, plutôt que de compter pour 0,33, ils vont compter pour 0,5. Donc, se contenter d'un calcul équivalent temps plein classique, dans certains secteurs, en tout cas, ou dans certaines entreprises, n'est pas suffisant. Vous ferez attention qu'il n'y a pas d'arrondissement en matière de résultat du calcul, et on va jusqu'à l'infini en termes de décimales. Donc, pas d'arrondissement, 99,99 c'est pas 100 et 49,99 c'est pas 50. Bon, ça veut quand même dire que si on se trouve dans ces eaux-là, il est possible que les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs émettent des doutes ou entament une discussion avec vous à ce propos. J'ai parlé de l'horaire, du régime de travail. Retenez que c'est l'horaire réel qui prime et vous ne pouvez pas, à moins évidemment qu'il coïncide, vous contenter de reprendre l'horaire tel qu'il est repris au contrat de travail. Donc si un travail à temps partiel travaille de manière en moyenne plus que ce qui est prévu dans son contrat, eh bien c'est cet horaire réel qui va devoir être pris en considération. Dans l'hypothèse d'une suspension du contrat de travail, vous avez compris que la personne comptait, le travailleur permanent de l'entreprise qui voit son contrat suspendu, eh bien c'est l'horaire qu'il avait à appliquer avant la suspension dont vous allez devoir tenir compte. Un petit exemple ici, une entreprise, une unité technique d'exploitation, compte en 2015 104 travailleurs, on a 74 temps plein,
20 temps partiels à 80% et 10 temps partiels à 50%. Vous avez en dessous la façon dont on calcule la moyenne d'occupation. Et on va au tout début, si on regarde les ETP version classique, si j'ose dire, on a 104 travailleurs, mais sur base de calcul des élections sociales, on n'en a que 99. Donc, en l'occurrence, on échappe à l'obligation d'institution d'un conseil d'entreprise. On est quand même au-dessus des 50, donc il faudra quand même avoir des élections sociales, mais en l'occurrence, il n'y aura pas lieu d'instituer un conseil d'entreprise. Les intérimaires, donc par rapport aux intérimaires, il y a déjà une communication au travers du webinaire 2, et si vous souhaitez le revoir, il est donc toujours possible de le consulter. Alors, les intérimaires comptent, vous le savez, il y a un compte spécial, et je dirais qu'il compte plus que les travailleurs habituels. Hein, vous avez dû déjà, puisque c'était début octobre, tenir un registre spécial des intérimaires, même pour les entreprises qui n'atteignaient pas encore 50. La loi ne fait pas de distinction. Dès le moment où je dirais, on occupe des intérimaires, on est censé tenir ce registre, qui est en fait quelque chose que nous connaissions bien quand le registre du personnel était encore écrit. Et dans ce registre, vous allez reprendre, vous allez noter les, si j'ose dire, in et out de ces intérimaires pour pouvoir, à l'issue du trimestre, déterminer le seuil d'occupation des intérimaires qui viendra bien sûr s'ajouter au seuil d'occupation des travailleurs permanents. On fera, et ça c'est important, je dirais, en pratique pour vous, on fera une distinction entre les contrats de travail intérimaires continus ou successifs sans interruption, et on donne tout de suite l'exemple d'un contrat intérimaire conclu entre le 1er novembre et le 15 novembre. Ça voudra dire donc qu'on va devoir prendre en compte 15 jours calendrier, donc les samedis et dimanches qui tombent dans la période vont rentrer en ligne de compte pour le calcul du seuil. Par contre, si vous aviez des contrats d'une semaine, comprenez du lundi au vendredi, eh bien évidemment vous prendrez toujours les in et out dans le registre, mais les jours normaux d'inactivité, la plupart du temps les week-ends, eux ne sont pas pris en considération. Ça veut dire que la façon dont on rédige les contrats d'intérim a évidemment son importance, certainement si on flirte avec les seuils. La formule à utiliser pour le calcul de l'occupation moyenne des intérimaires, c'est le dernier trimestre 2015, octobre, novembre, décembre donc. On fera la même distinction entre travailleurs à temps plein et à travailleurs à temps partiel. C'est de nouveau l'horaire réel de cet intérimaire qui va compter. Il y a toujours le seuil de 3/4 temps qui intervient. La formule n'est plus basée sur 730 ou 365, mais la formule est basée sur 92 ou 184, 184 en fonction d'une occupation inférieure à 3/4 temps. Donc c'est le nombre de jours que vous allez compter au registre divisé par 92 ou 184. Un petit exemple. Si l'entreprise compte en 2015 81 travailleurs, dont 30 à temps plein, 45 à temps plein durant 6 mois, 3 temps partiels à 40% toute l'année et 3 intérimaires 60 jours lors du dernier trimestre, ici à temps plein, eh bien, d'un montant, d'un nombre de 80 travailleurs au départ, si on compte les personnes physiques, eh bien, à l'issue du calcul que l'on doit faire, on se retrouve avec 56 travailleurs. Évidemment, ça fait une certaine différence. Donc, d'où l'importance, et certainement quand on approche des seuils, d'être attentif au calcul des intérimaires. Alors, dans le monde que nous connaissons, le monde économique que nous connaissons, on constate et on rencontre assez fréquemment des évolutions dans les structures d'entreprise. Et si vous êtes confronté à un transfert d'entreprise, sachez qu'il y a des règles qui sont déjà bien déterminées. De manière générale, retenez qu'on va compter la période de référence après le transfert, ce qui veut dire que la période de référence sera plus courte que 12 mois. Si on prend un exemple d'un transfert au 1er mai 2015, eh bien votre période de référence sera du 1er mai au 31/12/2015. Donc la période de référence est raccourcie du fait du transfert.
si on se trouve en présence d'une création d'entreprise en 2015, il n'y a pas de règles, je dirais, dérogatoires. On va appliquer les règles normales en matière de période de référence. Et donc, ce sera toute l'année, même si l'institution, la création d'entreprise se fait en mai 2015, ce sera donc toute l'année 2015 qui va compter. Mais il est quand même fort probable qu'avant mai 2015, la société, l'entreprise n'est pas occupée de personnel. Donc, ça n'aura évidemment pas d'impact au niveau, ou peu d'impact au niveau du chiffre. Si cette société, cette entreprise est créée après la période de référence, donc en 2016, mais comme elle n'aura pas occupé de personnel en 2015, il n'y aura pas lieu à avoir d'élections sociales cette fois-ci en 2016. Voilà, ça ne présume évidemment pas de ce qui peut se passer dans 4 ans. On a vu ce que c'était qu'un travailleur, on a vu la période, on a vu le seuil. On parle aussi dans le texte de la loi d'une occupation habituelle. Alors, le mot habituel, la notion habituelle n'est pas définie par le texte légal lui-même. On part de l'idée que c'est une donnée collective. Ça rassemble aussi les étudiants, ça rassemble aussi, ça tient compte aussi des travailleurs saisonniers. Et il faut comprendre habituel comme normal. Donc, chaque fois qu'on a une occupation, une variation d'occupation qui est attendue dans les entreprises qui ont une activité saisonnière, dans les entreprises horticoles ou tout ce qui concerne les produits de bouche éventuellement qui sont plus actifs durant les fêtes de fin d'année par exemple, eh bien ce sont des augmentations effectivement de personnel, mais dont il faut tenir compte parce que ce sont des variations qui sont attendues, qui sont structurelles, dont on sait qu'elles vont se produire. La moyenne n'est pas habituelle dans la mesure où on aurait une variation anormale en cas de licenciement collectif déjà prévu, par exemple, déjà acté ou déjà communiqué au conseil d'entreprise. On peut d'ores et déjà en tenir compte, mais à ce moment-là, ce n'est plus une variation habituelle. C'était vraiment un événement extraordinaire. Voilà. J'espère que les notions que j'ai développées avec vous vous aident pour l'estimation du seuil et effectivement, c'est une opération qu'il est temps d'exécuter et qu'il faut suivre de près, surtout si vous arrivez au niveau des seuils. Vous avez des questions, vous pouvez toujours vous référer à notre site sdwork.be/élections sociales. Voilà, merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.